Choisir un camp. Chapitre 5. D-Day. Suite. Louise, 6 juin 1944, 11h, 22h. Alors que dans un demi-sommeil, je perçois Walter qui s'apprête à me réveiller en douceur lorsque les bombardements s'éloignent, Bernard prend moins de gants et me secoue comme un prunier. « Debout, Louise, allez, oust !» J'ouvre péniblement les yeux, engourdi, étonné de me retrouver sur un matelas et cherchant Walter du regard. « Laisse-moi dormir, bouconnai-je. »« Que nenni, la belle bois dormant, on décanille d'ici. »« Quoi ? » ?»« Bon sang, Louise, bouge-toi un peu. Walter, aide-moi. » Mon amoureux s'approche comme d'habitude, en douceur. « Mon amour, les bombardements ont cessé. Ton père pense qu'il faut y aller. Nous avons emmené l'oncle de Bernard à l'abri. Maintenant, c'est à notre tour de partir. » J'opine du chef et me lève laborieusement, non sans jeter un œil vers le corps recouvert d'un drap qui gît dans un coin. « Nous avons récupéré le corps de Scorpius, » ajoute mon amoureux. « Nous reviendrons plus tard pour l'enterrer dignement. » À l'extérieur, c'est la pagaille. Certaines maisons à l'entrée du village ont été endommagées. Beaucoup d'habitants font comme nous. Ils fuient pour trouver refuge ailleurs. Nous avons au moins la chance de savoir où aller. Plus nous approchons de notre destination, plus le bruit des tirs de mitraillettes et des grenades est audible. En réalité, nous ne savons plus très bien d'où partent ces tirs. Nous arrivons enfin en vue de la ferme, encore debout, heureusement. Ma mère et moi nous occupons rapidement de terminer le nettoyage des instruments chirurgicaux que Walter a utilisés et reconstituons les trousses après les avoir stérilisées avec le peu de moyens dont nous disposons. Pendant ce temps, mon père et Bernard ont installé notre patient opéré et Walter vérifie le matériel dont ils disposent. Outre sa trousse standard type appendicite, il contrôle celle pour les interventions osseuses simples ou les amputations, ainsi que celle pour la chirurgie abdominale d'urgence. Ce sont les seules dont nous disposons. Elles sont prévues pour des interventions d'urgence, car les opérations plus spécifiques doivent être réalisées plus loin du front dans des structures adaptées. Il sait aussi que j'ai veillé à ce que tout le matériel pour les pansements et les autres soins soit complet. Papa, via les réseaux, nous a constitué un stock de matériel respectant la liste que nous lui avions fournie. Ensuite, nous nous retrouvons tous dans la cave aménagée pour nous contenir tous. Nous avons même chacun notre endroit privé. Cependant, Bernard a bien du mal à respecter notre intimité à Walter et moi. Et depuis qu'il est certain que son oncle est tiré d'affaire, il a retrouvé son humeur facétieuse. Nous qui espérions être un peu tranquilles. Cependant, il n'a pas le temps de se moquer de nous longtemps, car Bizet lance l'alerte. Des soldats arrivent. Mais de quel camp ? Ce sont des Américains, s'écrie Bizet, les yeux toujours sur ses jumelles. Tu es sûr ? Demande mon père. Oui, j'ai reconnu le drapeau sur leur uniforme. Il y en a 2 qui ont l'air bien esquintés. Walter, Louise et Annabella, c'est du boulot pour vous. En plus, vous parlez tous les 3 anglais. Nous nous précipitons tous les 3 au rez-de-chaussée avec du matériel de soins. Maman est en train de préparer la table de la cuisine en cas de besoin, ainsi que les bancs qui peuvent aussi être utilisés. Suzanne ramène des draps propres. Bizet et mon père entrent accompagnés de 5 hommes. 2 soutiennent un de leurs camarades dont le pantalon est taché de sang. Un autre se tient le bras. Le dernier, qui semble être un officier, discute avec papa. Ils ont l'air épuisés. Leurs uniformes sont trempés et leurs visages maculés de terre. L'officier qui se présente comme le lieutenant John Windisch parle un peu le français, qu'il mêle avec des mots d'anglais. Il est soulagé de constater que nous sommes 3 à parler sa langue, et il nous explique qu'une grenade a explosé à côté de celui qui se tient le bras et que l'autre blessé a pris des balles dans la jambe. Ils cherchent à se mettre à l'abri car ils ont perdu le reste de leur division. « Ils sont morts ?» demande ma mère catastrophée. « J'espère que non. En fait, je n'en sais fichtre rien. Nous étions censés prendre le contrôle des chemins et les routes utilisables par les troupes et les blindés pour franchir les marais et éviter que les gars ne soient bloqués sur la plage. Nous devions faire notre jonction avec la 4e division d'infanterie. Mais beaucoup ont été parachutés en dehors de notre drop zone. Un épais banc de brouillard et une forte DCA des canons côtiers ont forcé les pilotes à s'éloigner de leur cible.
Nous devions arriver en zone C, au sud du village. Mais beaucoup ont dû se retrouver dans le village ou plus au nord. C'est le cas, dit Walter. Nous en avons vu arriver en plein dans le village et d'autres vers la batterie de Holdy ou celle du manoir de Brécourt. Chut, fait le lieutenant. On nous avait dit que les bombardiers avaient détruit les défenses allemandes. Mais ils sont encore là. À Brécourt, il n'y a qu'un nid d'obusiers et de mitrailleuses, d'après nos renseignements. En réalité, il y a une batterie d'artillerie avec 4 obusiers de 105 mm sur une ligne cachée par des haies, reliés par des tranchées et couverts par des nids de mitrailleuses MG-42, rétorque mon père. Une 50aine d'hommes de troupes d'élite défendent les canons et les équipes de canonniers. John Windisch fait une grimace, avant d'ajouter que les soldats devraient s'en sortir. En revanche, pour Holdy, nous avons peu de précision. Combien d'Allemands là-bas? Une 50aine d'hommes aussi, affirme mon père. Ce sont des Géorgiens, de vrais fous furieux, précise Walter. Nous écoutons ensuite le lieutenant nous raconter ce qu'il avait vu. D'en haut, il avait vu comment les soldats qui arrivaient sur la plage étaient des cibles parfaites pour les Allemands. Debout dans l'eau, jusqu'au-dessus des chevilles, ou n'ayant même pas eu le temps de descendre de leur barque et de poser un pied sur la plage. Il n'avait jamais vu ça, des corps ou des morceaux de corps flottant à la surface de l'eau. Les soldats avaient atteint la plage, mais s'étaient retrouvés face à un des blocos avant la montée vers le village. « C'est bien le village de Sainte-Marie-du-Mont » demande-t-il soudain. Mon père confirme et le lieutenant rassuré se tourne vers un des soldats valides pour lui indiquer qu'ils sont dans la bonne direction. « Vous pouvez soigner les gars ?»« Sans problème, répond ma mère. Je suis infirmière, ma fille aussi, et Walter est chirurgien. » Elle a volontairement prononcé le prénom de mon amoureux à l'anglaise. L'officier est soulagé par cette information inespérée. J'ai déjà installé le soldat blessé à la jambe sur un matelas par terre et l'autre blessé est sur la table. Tous deux ont déjà reçu une injection de morphine. Papa prend en charge l'extraction des balles de la jambe à l'aide de maman. Avec moi, Walter s'occupe du soldat David Morgan. Bernard, avec son anglais scolaire, tente de discuter avec les 2 soldats valides qui lui racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Le lieutenant Windisch nous informe qu'il y aura sans doute d'autres blessés et nous demande si nous sommes d'accord pour les soigner en dehors des zones de combat. Il n'y a aucun problème. C'est le moins qu'on puisse faire pour vous tous. Nous avons anticipé et disposons du matériel nécessaire, réponds-je. Je dois d'abord retrouver le médecin de la division pour faire le point, annonce-t-il. Il est déjà 11h30 quand le lieutenant Windisch et les 2 autres soldats nous quittent. Nous descendons les 2 soldats soignés à la cave où Suzanne s'apprête à jouer la garde-malade avec sa fille Paulette. Windisch revient environ 1 heure plus tard, accompagné d'une quinzaine d'hommes, le visage marqué par l'épuisement, les vêtements trempés, couverts de terre et de sang. Nous comprenons qu'il s'agit d'une partie de sa division qu'il avait perdue. 2 soldats s'approchent soutenant un de leurs blessés, le visage en sang. Il est devenu sourd à cause des explosions et a pris une balle dans l'épaule. Walter leur indique de l'installer sur la table qui a déjà été nettoyée et désinfectée. Je commence par débarrasser son visage du sang qu'il recouvre pour vérifier qu'il n'y a pas de plaie à ce niveau, puis le débarrasse du haut de son uniforme afin que Walter puisse examiner sa plaie à l'épaule. Une série de déflagrations me fait sursauter. Apparemment, ça barde du côté de Sainte-Marie. Le lieutenant nous remercie encore pour ce que nous faisons et nous fait signe que lui et ses hommes doivent y retourner. Walter me jette un regard. Nous avons la même pensée. Combien vont s'en sortir? Lorsqu'il revient vers 15h, il nous apprend que le périmètre est entièrement contrôlé par les Alliés et ses soldats accrochent un drapeau américain sur la maison afin que les troupes qui passent à proximité sachent qu'ils ne risquent pas de tomber dans une embuscade. Il est heureux de nous apprendre que le village de Sainte-Marie est sans doute le premier village libéré de France. En effet, en début d'après-midi, les troupes débarquées des 2e et 3e bataillons du 8e régiment d'infanterie, rattachés à la 4e division, venant de la plage de la Madeleine, qu'eux appellent Utah Beach, ont réussi à s'enfoncer dans l'intérieur des terres et ont participé à la prise de Sainte-Marie-du-Mont, notamment avec l'appui des chars Sherman du 70e bataillon de chars. Mais les pertes en hommes sont loin d'être négligeables. Au manoir de Brécourt, d'où les canons perturbaient le débarquement des troupes américaines, le lieutenant Winters avait surpris l'ennemi avec 12 hommes de l'Easy Company,
en les plaçant stratégiquement pendant qu'une partie faisait diversion. Ils avaient mis les mitrailleuses hors de combat et avaient réussi à venir à bout des 50 hommes de la batterie allemande avec un petit groupe de renforts, les laissant quand même en infériorité numérique. Bilan, 15 morts chez les Allemands, beaucoup d'autres blessés ou prisonniers. Côté américain, 4 morts et 2 blessés. En outre, dans la batterie, Winters a trouvé une carte détaillant toutes les défenses allemandes dans la région de Utah Beach. Les choses avaient été beaucoup plus difficiles à Oldie, pris d'assaut à l'aube par le 506e régiment d'infanterie parachutiste, dirigé par le capitaine Patch et la compagnie Charlie, commandée par le capitaine Lautstein du 1er bataillon du même 506e, renforcé par une dizaine de parachutistes du 502e. La batterie Oldie avait une puissance de feu suffisante pour atteindre la côte, et la prendre avait été une véritable mission suicide pour les nombreux parachutistes qui n'étaient pas destinés à être largués à cet endroit. Ils étaient censés contrôler les quelques routes au travers des marais, permettant les sorties de plage. Au lieu de cela, ces hommes s'étaient retrouvés en plein village, ou dans le secteur d'une batterie, suspendus et vulnérables sous leurs parachutes, et ne pouvaient que tirer sauvagement lorsque les forces terrestres ennemies visaient. Alors que certains avaient été tués, d'autres avaient atterri en enfer en étant faits prisonniers. Car, à l'issue d'une bataille violente, les troupes du lieutenant Patch et du capitaine Lautstein avaient découvert les jeunes corps sans vie de plusieurs soldats américains horriblement mutilés. Un opérateur radio du 502e tombé à proximité a entendu leurs cris une bonne partie de la nuit alors qu'ils étaient torturés. C'est inimaginable. Plusieurs soldats américains ont été mutilés à la baïonnette. Certains ont été émasculés et brûlés avec leurs propres grenades thermiques. En l'entendant, je me sens mal et cours vomir dehors. Vous aviez dit que ces Géorgiens étaient des fous furieux, Doc. Je m'étais dit que c'était exagéré, mais c'est pire. Mais le but de sa venue était surtout de nous prévenir que le médecin de la 326e compagnie rattachée à la 101e division de parachutistes, sachant qu'il pouvait compter sur notre aide, était reparti en direction de la plage, afin d'aller chercher les blessés graves à laisser sur place, de les amener chez nous et bénéficier d'un endroit plus adapté pour les soigner. Et en effet, une demi-heure plus tard, le médecin arrive avec une dizaine d'hommes. Les combats semblent presque terminés du côté de la plage. Nous entendons moins d'échanges de tirs ou d'explosions venant de la côte. D'après le médecin qui s'est présenté comme le capitaine Willis McKee, grâce aux courants marins qui ont emmené les barges 2 kilomètres plus au sud que prévu, une grande partie des unités de la 4e division d'infanterie est tombée sur les défenses allemandes moins redoutables et des soldats moins aguerris que prévu. Pendant les premières minutes du débarquement, les tirs allemands étaient nourris mais peu précis. Progressivement, les mitrailleuses avaient laissé la place aux explosions aléatoires mais meurtrières des obus tirés par des canons de campagne depuis des positions situées quelques kilomètres à l'ouest de la plage. Finalement, je crois que le hasard nous a bien servi. Teddy avait raison, il a estimé que le terrain était favorable pour lancer l'assaut, d'autant que les chars arrivaient juste derrière. « Teddy » interroge Walter. « Le général Theodore Roosevelt, c'est lui qui dirige la 4e division avec le général Barton. »« Roosevelt, comme le président ?» intervient-je interrogative. « Oui, mais c'est le fils de Theodore Roosevelt, président de 1901 à 1909. Ces hommes l'apprécient beaucoup. Malgré son âge et ses problèmes de santé, il a demandé à être aux côtés de ses gars lors du premier assaut, comme il l'avait été lors des entraînements. Mon père, qui connaît bien les défenses allemandes sur la côte, abonde dans le sens du médecin, qui a vu comme une chance le fait d'avoir dérivé pendant 30 minutes. Apparemment, Walter, qui a encore en tête les emplacements sur la carte, approuve aussi. Néanmoins, à l'endroit où la division américaine est arrivée, se trouvait une batterie composée d'une vingtaine de blockhaus, reliés par un réseau de tranchées de 800 mètres de long, protégés par 2 murs anti-chars encadrant une porte belge. Sur la plage, ils avaient dû se trouver devant un enchevêtrement de hérissons tchèques, entre autres obstacles, ainsi qu'un champ de mines prévu pour bloquer un débarquement à marée haute, tel que l'avait prévu Rommel. Derrière le mur anti-char, face à la mer, il y avait aussi une coupole de R-35, enterrée avec un canon de 37 mm, une mitrailleuse en plein centre, 4 postes lance-flammes automatiques intégrés au mur anti-char, 2 sections de Goliath anti-char filoguidés, et à chaque extrémité du mur, une tourelle
comprenant une pièce anti-char de 50 mm et un poste de mitrailleuse. Derrière le mur, un bunker de commandement avec transmission et jumelles de marine, un ensemble d'artillerie composé d'un canon de 75 mm, d'un canon mixte antiaérien de 88 mm et 2 lance-grenades sous abri bétonné complétaient la défense. Face à la terre, le site était protégé par un réseau de mines et de barbelés sur l'arrière et les flancs. Il existait aussi des abris bétonnés, un logement d'officiers, un poste de transmission, une infirmerie, un bunker antiaérien et une cantine avec cuisine intégrée. D'après le médecin, les soldats de cette ligne de défense avaient fait prisonnier une vingtaine de parachutistes de la 101e, tombés dans les marais, et les avaient détenus à l'abri dans le bunker antiaérien. Les bombardements avaient en revanche fait d'énormes dégâts sur ce point de défense allemand, devenu incapable de jouer son rôle pleinement, et l'officier qui dirigeait cette batterie avait été blessé et fait prisonnier. Je crois me rappeler de cet officier, me souffle Walter, le lieutenant Arthur Janke. Il avait été sérieusement blessé sur le front de l'Est, où il combattait avec la 302e division d'infanterie, avant d'être envoyé sur le mur de l'Atlantique pour commander la 3e compagnie du 919e régiment de grenadiers de la 709e division. Il avait été transféré en avril. Il faisait partie de ceux qui avaient rencontré Rommel lors de sa visite du 11 mai. Un jeune, de 23 ou 24 ans, de plus d'1,80 m comme moi, avec des petites lunettes rondes. Perdue dans mes pensées et distraite par les propos de Walter, j'ai raté une partie de ce que Willis McKee a su des combats sur la plage de la Madeleine. Je reprends le train en marche. Un premier bombardier avait détruit le champ de mines et de barbelés vers l'intérieur des terres. Un second avait touché la plage. Un troisième avait atteint la batterie de plein fouet, mettant le canon d'artillerie hors d'usage. Un dernier bombardier avait détruit les réserves de munitions. Des avions volant en rase-motte avaient ensuite détruit les mitrailleuses des 2 tourelles. Les bombardements de 5h45 par les navires au large avaient ensuite achevé de rendre la défense allemande beaucoup moins menaçante, même si les tirs de mitrailleuses restantes avaient fait des dégâts dans les unités d'infanterie qui débarquaient. Il ne restait plus aux Allemands que les Goliaths filoguidés, après que la coupole du R-35 enterré avait été touchée par un Sherman. Les Allemands avaient été impressionnés de voir débarquer des chars amphibies de Plex Drive, puis des blindés, ce qui avait sérieusement entamé leur morale et réduit leur valeur combattante. 28 des 32 chars prévus pour l'assaut de la première vague avaient réussi à débarquer, nettoyant les points d'appui allemands avec une importante puissance de feu. Tout était fini à 7h30 pour cette batterie. Les blessés qui nous sont amenés viennent pour certains de la plage, mais aussi de Poopville, où des parachutistes de la 101e s'étaient battus contre un détachement allemand du 91e, qui avait résisté depuis 6h du matin dans un combat maison par maison et finalement neutralisé par le renfort de la 4e division. 25 des compatriotes de Walter avaient été tués et 38 faits prisonniers. Un événement a mis le médecin américain en colère. Vous vous rendez compte, docteur Scheller, qu'un groupe de couillons a voulu s'amuser avec les Goliaths, comme s'ils n'avaient rien de plus utile à faire, mais l'un d'entre eux a voulu en détruire un avec sa grenade. Je ne connais pas vraiment ce matériel, mais Walter m'avait expliqué quelques jours auparavant, lorsque le groupe étudiait les cartes, ce qu'est en gros un Goliath, et je me rappelle qu'il contient entre 60 et 100 kilos d'explosifs. Je visualise sans mal ce qui a pu se passer, et mon amoureux aussi. Merde, fait Walter en blêmissant. Vous pouvez le dire. La grenade a fait exploser les kilos de TNT, bilan 24 soldats tués et autant de blessés. La connerie humaine n'a pas de limite, et en temps de guerre, elle est meurtrière. Comme si nous n'avions pas assez de malheureux à soigner. La ferme est en effet transformée en poste médical avancé. Les 2 premiers blessés ont été évacués. Parmi les nouveaux patients, 2 sont dans un état grave. Le médecin en prend un en charge. Walter s'occupe du second, qui a été touché à l'abdomen et se tient le ventre en hurlant malgré la morphine. Je l'assiste quand il extrait plusieurs balles de son corps. Nous regardons tous les deux. L'un comme l'autre, savons que le cas de ce jeune soldat est désespéré. Il a déjà perdu beaucoup de sang et présente des blessures intra-abdominales importantes. À peine avons-nous échangé ce regard que je dis tout bas à Walter que sa tension artérielle a chuté et qu'il est tachycarde avec un pouls filant.
Nous savions que la perfusion mise en place ne suffirait pas, et nous n'avons pas de quoi le transfuser. De toute façon, le seul moyen est de juguler les saignements, mais plusieurs organes semblent atteints. J'ai demandé de l'aide à Suzanne pour ventiler le patient au masque, car nous n'avons aucun autre moyen. Notre patient rend là malgré nos efforts, sa main crispée dans la mienne. Nous ne connaissons même pas le nom de ce jeune homme qui s'est battu pour rendre la liberté dans un pays qui n'est pas le sien, et dont la vie s'achève sur cette terre étrangère. Mais nous n'avons pas le temps de nous apitoyer. D'autres patients nous attendent. De ce côté, mon père vient de retirer une balle de l'épaule d'un soldat, mais celui-ci semble faire une crise d'angoisse, et un de ses camarades tente de le calmer. L'air absent, il est pris de tremblements. Papa, aidé du camarade de ce soldat, l'emmène dehors. Je suis déjà en train de préparer la table pour un autre patient. Soudain, un coup de feu venant de l'extérieur nous surprend. Maman s'est précipitée dehors. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe » criai-je. Walter me retient par la taille. Je ne suis pas psychiatre, mais le soldat qui vient de sortir paraissait en état de choc. À peine a-t-il fini sa phrase que mon père réapparaît, pâle comme un linge. Bon sang, il a voulu se suicider. J'ai réussi à dévier le tir. La balle est partie en l'air. « Où est maman » demandai-je précipitamment. Elle s'en occupe avec l'autre soldat. Tébert m'a dit que ça lui rappelait les signes d'obusite qu'elle a vus pendant la Grande Guerre. Même visage hagard, regard absent, images cauchemardesques qui reviennent sans cesse. Je regarde Walter, hébété. C'est vrai que j'en ai entendu parler, mais je n'en avais jamais vu, balbutiai-je. La seule chose à faire pour l'instant, c'est de lui administrer un sédatif. Du Gardénal fera l'affaire, propose Walter. Je m'en occupe, dit mon père. Cela arrange Walter, car il a besoin de moi pour le patient suivant. Il vient d'arriver accompagné de 2 soldats valides. L'odeur est affreuse. L'uniforme du blessé est carbonisé. Par endroits, on voit la chair brûlée. Comment cet homme peut-il encore être vivant? Son visage est déformé par la souffrance. Nous l'installons avec précaution sur la table. Morphine, glucoséiso avec 3 grammes de chlorure de sodium, me souffle Walter. Je m'empresse de préparer la perfusion et d'administrer la morphine. Il pose la voix d'abord et branche la perfusion que je lui amène. Puis nous nous attelons à enlever l'uniforme en découpant les lambeaux qui n'ont pas adhéré à la peau et en décollant avec précaution les parties du vêtement incrustées dans les chairs, en les humidifiant au maximum. Il nous faut bien 2 heures pour venir à bout de cette tâche nécessaire pour évaluer la profondeur et l'étendue des brûlures. Ce malheureux est brûlé à plus de 60% de sa surface corporelle. Ses chances de survie sont infimes. Je m'efforce d'être la moins traumatique possible lors des pansements. « Tu es merveilleuse, » me souffle Walter, qui admire ma maîtrise dans la réalisation de cette tâche difficile où l'asepsie est essentielle pour ce type de patient. Sous morphine, il somnole, mais les heures qui viennent seront capitales. Les seules choses à faire sont de calmer ses douleurs, lutter contre le choc en compensant les pertes liquidiennes et éviter une infection. Autant dire, une mission quasi impossible dans le contexte dans lequel nous sommes. Les blessés ne sont pas tous dans cet état, et heureusement, la plupart vont s'en tirer. Pour certains d'entre eux, ils repartiront au front. Pour d'autres, la guerre s'arrêtera là, comme celui que Walter a dû amputer d'un bras. Avec ma mère, je procède au nettoyage du matériel utilisé et à sa stérilisation, pendant que Walter fait le point avec le médecin. Les 2 soldats valides qui avaient amené le brûlé montent la garde à l'extérieur. Une contre-attaque est toujours possible. D'ailleurs, 4 autres hommes font le guet 500 mètres plus loin, afin de s'assurer que les véhicules militaires et les chars puissent continuer à circuler. Papa et Walter sortent fumer une cigarette avec les 2 soldats placés en sentinelle, George et Zane. Bien entendu, je les suis. Ils nous apprennent que tous les soldats n'ont pas subi un aussi mauvais sort que notre brûlé. Un gars du 3e bataillon du 501e a atterri sur un toit, raconte celui qui s'appelle Zane. Après avoir détaché son harnais, il a glissé le long d'un tuyau d'évacuation jusqu'au sol. Mais plusieurs soldats allemands qui s'étaient cachés dans les arbres se sont précipités sur lui et l'ont poussé contre un mur. Il s'apprêtait à tirer, mais une grêle de balles américaines leur est tombée dessus depuis le clocher de l'église. Certains ont été tués, d'autres se sont enfuis, mais le gars a été sauvé. Il y avait pourtant des soldats allemands dans le clocher, fait mon père.
Le sergent Rogers et le sergent-major Cole de notre bataillon, le premier bataillon du 506e régiment de parachutistes, avaient investi l'église et son clocher avec un petit groupe. De là, ils avaient une vue magnifique sur la zone. Seulement plus tard dans la matinée, des obus ont été tirés sur le clocher et l'un d'eux a touché le bâtiment sans faire de blessés. On ne sait pas d'où venaient ces obus, mais ils ont probablement été tirés par les nôtres, avec l'un des canons de la batterie du Holdy pris aux Allemands. Ils devaient penser que le clocher était toujours aux mains de l'ennemi. Moi j'ai eu de la chance, dit Georges, le second soldat. J'ai atterri près du centre du village et j'ai pris position dans le renfoncement, derrière la pompe à eau, sur le côté de la place. D'où un mur épais, j'ai profité pleinement de ma position relativement protégée pour tuer plusieurs ennemis. Radio Londres nous apprend le soir que les Alliés ont pu établir plusieurs têtes de pont sur la côte et que la plupart des batteries allemandes ont été réduites au silence. Le speaker parle des nombreux parachutistes largués derrière les lignes ennemies et l'avancée des troupes alliées à l'intérieur des terres. Nous le savions déjà pour notre secteur. Le QG du 1er bataillon de la 4e division s'est établi au village des Forges. Mais la route entre ce village et Sainte-Mère-Église reste sous le contrôle des 91e et 709e divisions allemandes. Cependant, la tête de pont établie est solide. Suit un message de Gaulle, adressé à tous les Français, qui nous annonce que le débarquement des troupes alliées sur le sol français a commencé. La bataille suprême est engagée, dit-il, et il appelle les populations à suivre les consignes données et à se soulever pour rejoindre les combattants de l'intérieur. Le médecin américain est reparti vers Chef de Pont, où il y a encore des combats. Il espère qu'un hôpital de campagne va être installé rapidement, afin d'éviter de nous solliciter encore. Nous lui confirmons que de toute façon, nous ne bougerons pas et que la ferme peut toujours servir en cas de nécessité. Après notre dîner vite expédié, Walter va voir ses patients. Bien entendu, je ne le lâche pas d'une semelle. Notre grand brûlé tient toujours, mais pour combien de temps encore ? Nous allons prendre l'air et Walter en profite pour fumer une dernière cigarette. Les 2 sentinelles sont toujours là et seront relayées dans la nuit. Maintenant, le village est complètement libéré, annonce George. Nous pensions que c'était le cas au milieu d'après-midi, mais il paraît que vers 18h, le prêtre du village a entendu un éternuement qui provenait du confessionnal. Il est allé chercher un officier américain et les gars de la police militaire ont découvert 2 soldats allemands terrifiés qu'ils ont rapidement fait prisonniers. Comme quoi, certains d'entre eux n'ont plus vraiment envie de se battre, fait Walter en écrasant sa cigarette. Ouais, reprend Zane. En tout cas, ce n'est pas le cas de ceux qui ont contre-attaqué à l'ouest de Sainte-Mère-Église. J'espère que les gars du 505e du colonel Ekman vont tenir le coup. Déjà qu'ils ont passé une partie de la journée à décrocher les corps de plusieurs de leurs camarades tués, bloqués par les lignes de leurs parachutes dans les arbres près de l'église. Vers 21h, alors que nous sommes toujours en train de discuter avec les 2 soldats, nous entendons des avions survoler la zone à haute altitude. Puis nos yeux sont attirés par de nombreux planeurs qui passent au-dessus de nous. Ce sont des Dakota, commande Zane. Ils remorquent des planeurs Waco et Orsa, qui apportent des renforts en hommes et en équipement pour les parachutistes isolés. Ils doivent avoir besoin d'armements lourds, de matériel et de munitions qui n'ont pu être parachutés lors du largage de cette nuit. En effet, les planeurs semblent descendre vers Yéville, en plein dans une zone encore tenue par les Allemands entre Fauville et Turqueville. Certains se déroutent cependant un peu plus au nord-ouest. Si les tirs d'armes légères sont devenus rares sur la plage, ce n'est pas le cas du côté ouest, où les tirs, les explosions de mortiers et de l'artillerie allemande continuent et ont même augmenté depuis l'arrivée des planeurs. Nous pouvons encore nous retrouver avec des blessés sur les bras. D'autant que, d'après les sentinelles, il va y avoir d'autres planeurs aux alentours de 23h. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre la suite des événements. Nous descendons à la cave dans notre coin réservé. Allongés tout habillés sur notre matelas, après que Walter a enserré ma taille de ses bras, il ne nous faut pas longtemps pour nous endormir, tant nous sommes épuisés l'un et l'autre.